Il a été rempli par cet amour ignoré, mystérieux, troublant comme un crime, qui a grandi lentement, ou grandi avec la possession. Et même, ce rendez-vous prochain avec la fille du pêcheur ne l'a pas effacé. Je les aime toutes deux avec un trouble presque égal, et, entre ces deux ivresses, je songe avec angoisse à ce qui se passe là-bas en Chine où Pierre, tous mes braves compagnons sautent au premier rang. Tandis que je reste ici, moi, presque honteux de mon inaction, de mon bien-être. C'est triste, cette fin d'été, ce dernier été, ces teintes grises sur la mer, ce grand vent d'équinoxe, et ce froid qui vient. Au prochain été, où serai-je? Reparti ou marié? Ninet, marié aussi? Tout cela changé et fini. 17 octobre. Nouvelle de la déroute de Tam Sui. Note. Le 1er octobre, un combat a opposé Français et Chinois dans cette ville de l'île de Formose, Taïwan, sur l'estuaire de la rivière Kelung. Loti est trop pessimiste puisque la victoire française en juin 1885 conduira à la création de l'Indochine française en 1887. Reprise. Déroute de Tam Sui et un désastre imminent à Kelung. Nous y passerons tous probablement. Mes pauvres camarades blessés, mourant peut-être faute de soins à la porte des hôpitaux trop petits. L'envie de partir me dévore la nuit, et pourtant tout ce que je laisserai derrière. Mon pauvre Pierre est peut-être au nombre de ces morts, et cette pensée me laisse plus calme qu'autrefois, tant je suis maintenant préparé à tout. Une belle nuit étoilée qu'il fait. Mon pauvre Pierre est peut-être au nombre de ces morts, et cette pensée me laisse plus calme qu'autrefois, tant je suis maintenant préparé à tout. Une belle nuit étoilée qu'il fait, la première fraîcheur piquante de l'hiver. À 10 heures, je verrai conduire à son bord, à la cabane carrée, Samuel, qui a dîné à la maison. Note. Nom d'un quartier au nord de la ville, du nom d'un ancien entrepôt sur les quais du port marchand. Donc reprise, à la cabane carrée, Samuel qui a dîné à la maison, et lui revient me reconduire jusqu'ici. 19 octobre, plus de jours. Les Bergevin, nos derniers locataires, sont partis ce matin. La maison est vide, nous ne la louerons plus. Avec ma pauvre chère mère, nous passons en revue les lieux qu'ils viennent de quitter, faisant nos projets pour les arranger à notre usage comme autrefois, pour remettre les mêmes choses aux mêmes places. Il y a 18 ans, dans un moment de détresse, quand on avait pris ce parti de louer, il semblait que jamais ne reviendrait le moment heureux, où on pourrait tout reprendre. Ce moment est venu maintenant. Mais les 18 plus belles années de ma vie sont passées, et ma pauvre mère est bien vieille. 20 octobre, lendemain. Cette nuit, je rêvais que j'habitais avec ma mère dans une espèce de vallée d'outre-tombe. J'étais très vieux, moi aussi. Nous restions seuls, derniers débris sans doute de notre famille. Continue. Cette vallée était couverte d'herbages verts et des montagnes assez rapprochées fermaient notre horizon tout autour. Ces montagnes étaient comme des parois de sépulcre. Tous les êtres vivants, tout ce qui était la vie, devait être derrière, et nous avions conscience, nous, d'être de l'autre côté de toute chose. Nous habitions une maisonnette qui avait l'air très calme sous un ciel morne, dans un demi-jour. Nous possédions dans ces herbages de petits enclos, faits de barrières très légères, comme on en a dans les parcs pour les gazelles, et nous élevions des girafes mouchetées de noir. Tout autour de nous, sur les montagnes basses, nous les voyions courir, grandes, diaphanes, sans perspective, aussi grandes sur les montagnes, un peu éloignées que tout près de nous. Et elles venaient à notre appel. 21 octobre, lendemain. Temps splendide. À midi, je pars avec Daniel pour aller revoir Saint-Porcher. Le train nous dépose à Taillebourg. Nous y prenons une petite voiture menée par un gentil cocher qui doit nous déposer à Crasane. Note. Bourg de la vallée de la Charente, célèbre pour ses carrières calcaires qui alimentèrent maintes constructions de Nantes à Bordeaux. Reprise. Et nous voilà en route le long des ruines du pont de Taillebourg. Par le port d'Envaux, note, port d'Envaux, village de capitaines et d'armateurs, où l'on embarquait sur la Charente la pierre de Crasane. Reprise,
Par le port d'Envaux, Saint-Saturnin, par les bois, un ciel pur, un soleil chaud, un calme délicieux dans la campagne. On se croirait au beau jour de mai, sans cette pluie mélancolique des feuilles mortes qui passent sur nous. De Crasane, nous faisons route à pied, par des chemins nouveaux pour moi, des rochers, des carrières, de grands bois. Le soleil est déjà bas quand nous arrivons sous la voûte des grands arbres de la roche Courbon. Il les dore par en dessous de ses rayons jaunes et roses. Visiter tous les recoins familiers d'autrefois, le bord du ruisseau, le trou au renard, puis les grandes grottes et le marais. Et c'est toujours une impression intraduisible que de revenir dans ce lieu pour moi unique au monde. À Saint-Porcher, nous descendons à la Croix-Blanche, et il fait déjà nuit, une nuit fraîche et pure, quand nous repartons pour la Voselle, note hameau, où se trouvent plusieurs grottes. Nous descendons dans la grotte du Moulin, cherchant notre route sous les brousses de chênes verts avec des allumettes bougies. C'est la nuit que je revois tous les vieux chênes verts tordus, aux formes familières qui croissent sur la terre sèche et pierreuse, et la maison du sorcier fauve. Et ce mot de sorcier inspire à Daniel des histoires de sorcellerie de son village qu'il me conte. À la Croix-Blanche, on nous reçoit avec de grands honneurs et un très bon dîner. Il y a ensuite un commencement de veillée devant le feu, chez Laurière avec Eustache, ces débris des voisins fidèles et des amis d'autrefois. Vers 9h30, quand nous repartons, avec de gros bâtons qu'on nous a prêtés pour la route, cette nuit claire et piquante qu'il fait dehors nous apporte des sensations d'hiver. Et avec un serrement de cœur, je passe devant cette maison où j'ai passé les moments heureux de mes vacances d'enfant, note, à la maison de Saint-Porcher, où habitait sa sœur Marie après son mariage. Ce soir, elle est noire et fermée. Personne ne m'y connaît plus. De 10h à minuit, nous faisons à pied la route de Saint-Savinien. Nuit étoilée. Daniel me conte des histoires de revenants de son pays. Il y a 3 ans, sur cette même route, à cette même heure, mon matelot d'alors, Jean Barrière, m'entretenait des mêmes choses. Les revenants et les sorciers. C'est le sujet de conversation de ces braves enfants là, sur les chemins de la nuit. À 2h du matin, nous sommes rentrés à la maison. Les journaux annoncent la mort de mon camarade Dehorter, celui auquel j'avais confié Pierre, blessé mortellement, à Tam-Sui. Du mardi 27 octobre à vendredi 30 à Marelles. Un vrai été de la Saint-Martin, chaud, lumineux, repris nos grandes promenades avec Ninet, à la Gataudière, à la Côte, au Chaput. Elle dit que ce sont les dernières qu'elle fera l'esprit tranquille, à cause de son fiancé qui va venir. Vendredi, cueillit des gerbes de roses à la Gataudière, fait des bouquets, pour emporter à Rochefort pour la fête de la pauvre vieille maman Nadine. Vendredi soir, Daniel, qui a été dépêché pour le chercher au Bachat, note, hôtel du Grand Bachat, l'un des meilleurs de Rochefort à l'époque, rue de l'Arsenal. Vendredi soir, Daniel, qui a été dépêché pour le chercher au Bachat, m'amène dans la chambre turque mon nouveau petit ami inconnu de Genève, E.R. Note. E. Roustan publiera dans la Nouvelle Revue de mars-avril 1886 le récit de sa visite sous le titre Souvenirs de Rochefort, note de voyage. Reprise. Mon nouveau petit ami inconnu de Genève, E.R., qui vient d'arriver pour passer 4 jours avec moi. Il est très charmant, ce nouveau venu. 1er novembre, lendemain. La journée passée, dans les bois de la Limoise avec E.R. Un soleil d'été, avec seulement une impression d'automne le soir, quand nous rentrons à la nuit tombante, dans Rochefort. 2 novembre, lendemain. Mon charmant petit ami E.R. imagine pour sa dernière soirée de se costumer en matelot pour aller faire 1000 bêtises et enfantillages par les rues et les cabarets avec une bande que je lui choisis et qui s'organise dans ma chambre au coup de 10h sous la conduite du gabier Claverie. Note.
Dans son récit, Roustan écrit par exemple, guillemets, je passe un costume comme le leur, pantalon et vareuse de gros drap, chemise à grand col bleu, largement ouverte sur le maillot rayé. Fin de guillemets. Reprise sous la conduite du gabier Claverie. Le lendemain matin, il emmène Daniel lui acheter un costume de matelot avec lequel il veut faire sa rentrée dans Genève. Il nous quitte à 6 heures par l'Express de Paris. Jeudi 13 novembre, l'arrivée du petit fiancé de Ninet, note Gustave Duvigneau. La première entrevue a eu lieu dans la chambre turque clandestinement et après la présentation régulière se fait dans le salon, avec des saluts comme entre gens qui ne se sont jamais rencontrés. 16 novembre, plus 3 jours. Je vais à Marennes pour le dîner de fiançailles de Ninet. Je les trouve tous deux, bras dessus, bras dessous, ayant l'air de s'entendre très bien, se promenant dans l'allée du jardin au milieu des chrysanthèmes. 17 novembre, lendemain. Nous allons tous trois, Ninet, son petit fiancé et moi, cueillir des roses à la gâtaudière. Et puis à 8 heures, je repars pour Rochefort. 18 novembre, lendemain. À 1 heure, je pars pour Montauban voir l'ami Pouvillon, en passant par Bordeaux à la tombée d'une nuit froide. Il me revient un peu d'angoisse au cœur, un ressouvenir poignant de l'amour d'autrefois. Moi qui croyais cela fini, tout à fait mort. 22 novembre, plus 4 jours. 3 jours sont passés à Montauban, promenade à Cap-de-Ville, note, la propriété familiale de Pouvillon à quelques kilomètres de la ville. Dans la montagne, avec l'ami Pouvillon, un dîner avec les mousquetaires gris, de la neige, du froid noir et la musique de Carmen. Samedi à 4 heures, j'arrive à Bordeaux. Plus aucun souvenir d'amour cette fois-ci et je passe presque gaiement. À la gare Saint-Jean, je trouve la jolie figure de Charles S., Jean Barada, qui est à m'attendre. Nous dînons ensemble, il rabâche de sa petite fille Odette, qui commence à courir comme un petit lapin. Je repars pour Rochefort où j'arrive à 2 heures de la nuit. 26 novembre plus 4 jours. Ninette, définitivement fiancée, arrive de Marennes avec Madame Bon et Miss Marguerite. Nous nous amusons dans les rues, aux enfantillages projetés, à nous donner le bras pour faire jaser le monde. Le dimanche suivant, nous faisons notre entrée solennelle, bras dessus, bras dessous. Mais hélas, c'est le bon temps de l'enfance, fini sans retour. 3 décembre, plus une semaine. Nous partons pour Paris. Ninet et moi par le train du soir, elle enchantée. Son voyage s'est décidé tout d'un coup. Moi, j'avais projeté de le faire gaiement, ce voyage à Paris, où on devait me présenter tant de fiancés à choisir. J'avais projeté de le faire gaiement, ayant en tête un autre voyage qui devait suivre, voyage en Bretagne pour aller la retrouver, elle, adorée, désirée pendant 2 ans, possédée pendant 1 heure, une nuit de septembre dernier. Oh, cette heure d'ivresse que je n'espérais plus, cette heure furtive et ce baiser d'adieu avec un rendez-vous juré pour bientôt, un vrai rendez-vous, où je pourrais la voir longuement tout entière. Et il était très proche le moment de ce rendez-vous délicieux rêvé là-bas, pendant le morne exil du Tonquin, rêvé ici dans la paix douce du foyer. Alors j'étais tout à la joie de vivre, et j'avais projeté moi aussi toutes sortes de dîners, de rencontres, d'enfantillages, pour m'amuser dans ce Paris au milieu de tant de fiancés. Vous n'avez point l'air sérieux pour des fiancés, disaient nos pauvres bonnes vieilles en hochant la tête, nous voyant mettre toutes sortes de costumes dans nos malles et préméditer 1000 bêtises. Ninet s'était fait acheter des encres rouges de matelot par Daniel, et s'en était garni un costume, m'en avait cousu un sur mon tricot bleu de pêcheur, en avions emporté pour en coudre aussi sur l'ami Yann, l'Islandais, note Guillaume Floury, futur Yann Gaos de pêcheur d'Islande. Reprise sur l'ami Yann, l'Islandais, le géant ressemblant à Mato, note personnage du Salammbô de Flaubert, qui devait venir nous rejoindre, s'amuser avec nous. Alors nous comptions étonner le monde par notre assemblage drôle et nos costumes. C'était au dernier jour de décembre qu'elle avait juré de venir me retrouver à Saint-Brieuc, et je comptais les jours et je comptais les nuits. Mais une lettre est arrivée, et une dépêche,
et elle veut se reprendre à moi qui lui donnerais si joyeusement encore toute ma vie qu'elle avait autrefois refusée. Le remords, le noir remords est venu dans son cœur naïf, et peut-être de l'amour pour ce pécheur qui est son mari, et la peur me vient de l'avoir perdu. Alors j'écris avec tout mon cœur, toute mon âme pour demander grâce. Quelle sera sa réponse? Et combien de jours faudra-t-il l'attendre? Alors je pars pour Paris, le cœur serré d'angoisse. Jeudi matin à 5 heures, nous arrivons, Ninet et moi, par pluie battante. En attendant le jour, nous nous remisons, note, au sens ancien, se mettre à l'abri. Nous nous remisons dans un café interlope où il est drôle de nous trouver ensemble. Puis je la conduis à ses parents et je reste seule. Vendredi 5 décembre, plus 2 jours. Déjeuner, passer la journée chez Oirda avec Ninet. 6 lendemain. Dîner en tête-à-tête en partie fine avec Madame Adam. L'amie Juliette. Le soir, il vient dans son salon, celui qui est sombre, des esprits frappeurs. On fait souvent grand succès à ma dernière chose publiée dans la revue de Bulloz. Note. Un vieux, paru le 1er décembre dans la revue des Deux Mondes. Partout où je parais, je suis quelqu'un à qui l'on fait fête. Et comme tout cela m'est égal, et comme je donnerais tout cela joyeusement pour un baiser d'elle, la fille du pêcheur, ou seulement pour une bonne lettre qui ne vient pas. Paris, cela consiste pour moi en les promenades de chaque matin avec l'ami Daudet, et en les longues causeries sur des divans avec 2 ou 3 femmes, fines fleurs d'aristocratie et d'élégance. Oirda, la blonde duchesse de Richelieu, tout le reste m'est égal ou m'ennuie. Et j'attends toujours sa lettre, à elle, adorée, je l'attends avec une angoisse qui croît dans honneur. Mon esprit n'est plus à Paris, mais là-bas en Bretagne, dans un sombre village de pêcheurs, dans une chaumière où elle habite. 9 décembre, plus 3 jours. La lettre est venue. Un matin pluvieux et sombre, on me l'a remise au réveil avec d'autres banales. En lisant, il me semblait qu'on m'étreignait la tête et la poitrine dans des étaux de fer. Il fallait causer avec d'autres qui étaient là, répondre des choses quelconques. Tout mon rêve délicieux caressé jusque là-bas, tout près de la mort, au Tonquin, caressé ici pendant tout mon été de France, était fini à jamais. Pauvre petite lettre de remords, presque froide et dure, non, elle ne veut plus. À Saint-Brieuc, elle n'ira pas, elle a trop de chagrin de ce qu'elle a fait. Elle m'écrira encore si je veux, mais ce sera tout. Alors je laisse de côté les fiancés et ES, les amis, toutes les affaires de Paris, je confie ma peine à Oguirda, qui est douce et bonne, un peu à d'autres par besoin de parler d'elle, et ce soir je pars pour la Bretagne, sans parti arrêté, ne sachant ce que je vais faire. 10 décembre, lendemain. Une nuit de chemin de fer, au petit jour mal éveillé, après des rêves sombres, je descends à Guingamp, traverser la vieille petite ville du Moyen-Âge qui dort encore dans la demi-obscurité froide. Je me rappelle il y a 7 ans y être venu à la même heure, en hiver aussi, pour la première fois avec Pierre, nous rendant en Goëlo, en février 1878, comme c'est loin. Et que de choses depuis ont passé. Je descends à la même auberge qu'alors. Le jour se lève lentement. Pour ce voyage, j'ai pris ces mêmes habits de pêcheur que nous avions préparés pour nous amuser à Paris avec Yann. Ils me serviront à point dans ce voyage cruel. Et me voici, repris par le charme âpre et sombre du pays breton. En sortant de Paris, comme il semble qu'on s'est enfoncé loin dans le passé ici, entre ces vieilles maisons à tourelles noires et tranquilles. Je vais faire une station longue dans cette église qui est mêlée pour moi à son souvenir à elle. C'est là, dans cette immense nef sombre, contre ces piliers de granit sentant l'humidité et le Moyen Âge, que j'avais passé des heures d'attente, des heures de nuit aux approches de Noël, lors de ma demande en mariage. Rien n'est changé là, même obscurité recueillie, même bonnes femmes agenouillées marmottant dans des coins des prières bretonnes, et son souvenir à elle est ici partout. À 4 heures le soir, je prends la diligence de Paimpol. En tout, 4 places, et je suis seul voyageur. Bientôt la nuit tombe.
On traverse les mêmes petits villages isolés et mélancoliques. On fait le même voyage aux mêmes heures qu'il y a 7 ans avec Pierre. Ce voyage que j'ai compté dans un livre. Note, mon frère Yves. Mais cette fois, je traîne avec moi l'angoisse. Paimpol, à 7h30 du soir. C'est le bout du monde, ce petit pays. Je coucherai ce soir à l'hôtel Richard. Et quand je revois au même coin de la même immense cheminée la figure d'un autre siècle de dame Richard, avec sa même grande coiffe, sa jolie figure placide d'octogénaire, il me vient un ressouvenir de mon premier passage ici, il y a 17 ans, un soir d'été, alors que j'étais heureux et jeune. 11 décembre. Le lendemain. La journée terrible où tout s'est brisé, brisé à jamais. Non, je n'avais rien imaginé d'aussi affreux que de la quitter ainsi. Quand je suis venue, j'espérais encore tout, et elle s'est dérobée, même à un baiser d'adieu demandé par grâce à main jointe. Et je l'aime de cette manière désespérée poignante, qui est ma manière à moi, je l'aime, plus que jamais. 12 décembre lendemain. Je veux vivre quand même, et d'autant plus je veux de l'air, de l'activité, de la jeunesse. Dès le matin, je suis en route. J'ai loué une voiture à Paimpol. De bonne heure, j'arrive à Port-Évan, en Ploubazlanec, chez mon ami Yann pour le dédommager de son voyage à Paris manqué. Il fait un temps doux, mélancolique, un grand air vif et délicieux. Il faut déjeuner chez ces braves gens islandais de père en fils qui me font fête. Yann a un vieux père à cheveux blancs, tout pareil à lui, même stature de géant, même regard, et puis une quantité de frères et de sœurs. Leur maison, perchée sur la falaise, regarde les lointains gris de la mer. Après déjeuner, j'emmène Yann avec moi dans ma voiture qui va vite. Yann m'arrête à la chapelle des naufragés de Port-Éven, perchée aussi sur la falaise, toute vieille et rongée de lichen avec de vieux arbres qui lui font de loin comme des cheveux. Dedans, il y a les noms de tous ses parents disparus dans les naufrages d'Islande. Nous tournons le dos à la mer, nous enfonçant dans les petits chemins tristes bordés d'ajoncs, avec des calvaires dans les carrefours. Je sais où je vais. Bientôt je reconnais la chapelle de Kergry et la petite chaumière de la mère de Pierre, et je vais lui faire une visite à cette pauvre vieille très saisie de me revoir. C'est Yann qui traduit ce que nous avons à nous dire. Et puis je m'enfonce encore plus loin dans les terres, à 2 lieues de là, au village de Plou-Daniel. Dans une chaumière noire, à moitié enterrée, il y a une autre vieille mère que je veux voir, celle de mon petit matelot, Pierre Skoarnek, mon fidèle du Tonquin. Celle-ci pleure quand je lui dis qui je suis. Et puis elle va chercher dans un bahut 2 petits magots chinois que son fils m'avait chargé de lui faire parvenir. Comme c'est drôle de les retrouver là. Et quelles figures ils font dans cette chaumière. Après, nous rentrons dans Paimpol. Yann et moi nous mêler à la vie gaie et vaillante des Islandais, et nous soupons ensemble à l'hôtel de Dame Richard. 13 décembre lendemain. Encore une journée de course avec Yann et des Islandais de la ville libre et du grand air de mer. Et puis, tout à coup, le courage me manque d'être encore si près d'elle et de partir sans la revoir. C'était factice cette activité, des larmes me viennent. Je fais atteler la même petite voiture d'hier et je m'en vais vite, vite, coûte que coûte. Je veux la revoir. Je tremble en approchant de chez elle. J'arrête, je descends, puis je vais timide me poster dans un chemin où je pense qu'elle passera. Elle passe, elle, adorée, et je demande encore, avec les larmes qui sont tout près, mon baiser d'adieu. Alors elle me tend ses bras et ses lèvres, avec un sourire triste de reproche et de pardon. Viens, je t'embrasse encore, oui, et je t'aime peut-être, mais à condition que tu ne reviendras plus. Et je m'en vais, et c'est fini, à jamais. Note. Cette jeune femme non identifiée, peut-être Célestine Fleury, sœur de Guillaume, deviendra Gaude Mével dans Pêcheurs d'Islande.
14 décembre. Lendemain. Dimanche matin, j'arrive à Paris. Baignée, reposée, je garde mon tricot bleu, ma chemise ouverte, mon costume de pêcheur, par coquetterie peut-être, par enfantillage. Mais non, par souvenir surtout, par souvenir d'elle. Il me semble qu'elle sera plus loin de moi, plus perdue, quand je l'aurai quitté ce costume pris pour elle. Et c'est dans cette tenue étrange à Paris que pendant 2 jours je me fais gâter comme un enfant malade par Daudet, par Oirda et par la duchesse Alice. 15 décembre, lendemain. Visite à Madame Michelet pour une présentation de mariage, dîner en courant avec Marie Roberti, et puis je vais prendre Ninet et nous montons en chemin de fer pour Rochefort. 16 décembre, lendemain. À 7 heures du matin, nous arrivons à la maison, Ninet et moi, après une nuit de chemin de fer. Les pauvres vieilles mettent le feu à la cheminée pour nous recevoir. Grande agitation, aspersion d'eau froide, tous en dessus-dessous, excepté Daniel et moi, qui demeurons très calmes. Puis, à 9 heures, je reprends mon service. La vie grise est tranquille et la paix se fait lentement sur cet amour brisé, ce rêve évanoui. 22 décembre, plus 5 jours. Chère Oirda, je viens d'être un peu malade, moi aussi, d'avoir tant souffert. Plus profondément que vous ne le croyez, sans doute, cela a fini par m'abattre. Un peu de fièvre la nuit, avec une espèce de délire. Le jour, l'impression d'avoir la tête serrée dans un étau de fer. J'avais près de moi Samuel, que j'avais fait venir, confident et charmant petit garde-malade. Aujourd'hui c'est passé, et me voici, encore une fois, faisant la figure de tout le monde. Seulement l'angoisse me revient quand je pense à la Bretagne. 24 décembre, plus 2 jours. Veillée de Noël. Autrefois, il y avait un rayonnement autour. À présent, elle passe inaperçue. Tranquille au coin du feu avec mes 2 pauvres bonnes vieilles. Et le soir, la voix de ma chère mère lisant la Bible. La nuit, de sombres rêves de Bretagne. Et dans la rue, des cris de Jean-Yves. Les dernières journées de 1884 s'en vont, sombres, froides, sinistres. La voilà finie cette année qui avait promis d'être heureuse. Et il n'y en aura plus d'autres semblables. Cela est la dernière assurément. La dernière année de jeunesse passée au foyer au milieu de toutes les figures et de toutes les choses aimées de l'enfance. Tant de beaux projets formés au printemps. Il ne reste plus rien. Un souffle noir a passé sur cet amour qui avait été le plus grand de ma vie. Il s'est brisé affreusement là-bas en Bretagne un soir d'hiver. Et l'année qui vient va tout changer. Des projets de mariage, un parti redoutable à prendre avec le cœur plein d'une autre, et puis le Tonquin, la tombe jaune qui est là derrière et qui me guette. Il faudra partir bientôt, peut-être, pour ne jamais revenir. Et alors, cet autre amour qui est ici, tranquille, mystérieux, tout près du foyer, ignoré de tous, qui m'a par instant lui aussi donné son ivresse, il sera fini au départ, fini à jamais, et cela encore me fera souffrir. Journée d'indécision, mais mal à moitié faite pour savoir si je dois ou non partir pour Paris, donner un coup d'œil décisif à mes fiancés, EES, et je reste là indécis, fatigué, remettant d'un train à l'autre et faisant tirer à pile ou face par Mélanie. Lundi 29 décembre. Au soir, je pars pour Paris. 30 décembre. À 5 heures du matin, arrivé à Paris. La journée et toute la soirée passée avec Alphonse Daudet. Ensemble, nous faisons des courses sans but dans Paris, ne sachant pas trop où nous allons. Un moment, nous recrutons Paul Bonnetin, note. Paul Bonnetin, mort en 1899, auteur notamment de Charlot s'amuse. Durant ces mêmes semaines de 1884, Alphonse Daudet soutenait Bonnetin dans un procès intenté à Sœur Roman. Nous décidons de nous tutoyer, Daudet et moi. Il me tient sous son charme, je l'aime bien maintenant. Et lui, je crois même aussi. Personne au monde ne me connaît, ni ne me comprend comme lui. Pour un peu, il me donnerait un immense orgueil, tant il me place haut. 31 décembre, lendemain.
Déjeuner en tête-à-tête avec mon beau-père et ma belle-mère Rotan. Note, formule de dérision sans doute. Il ne s'agit que de rencontres pour un mariage arrangé et qui n'aboutira pas. Ils sont très aimables. Leur fille ne doit arriver d'Alsace que ce soir. Je ne la verrai que demain, 1er janvier. Chez Daudet, le soir à 5 heures, je vois mon autre fiancée, mademoiselle Risner. Note, les Goncourt citent plusieurs fois la fille du peintre Léon Risner, familière du salon de Daudet. Guillemets. L'invariable Risner, qui a refusé Tissot après l'avoir accepté et l'avoir laissé surélever sa maison d'un étage pour leurs enfants futurs. Fin de guillemets. Reprise. Je vois mon autre fiancée, mademoiselle Risner, qui, elle, est bien charmante. Dîner chez Aimé, avec Gustave, le petit fiancé de Ninet, et puis à 9 heures, je suis chez Oyirda, ma grande amie, au pied de son lit, où elle se meurt de la poitrine. Elle est là, haletante, entourée de fleurs et de parfums, bien changée, respirant avec peine. Jusqu'à 11 heures, je reste auprès d'elle pour finir l'année. Et puis, par une nuit claire, froide et glaciale, je traverse Paris à pied, le cœur très serré, pour aller me coucher au coup de minuit, dans une chambre d'hôtel. Ainsi finit l'année 1884, commencée dans l'Inde, dans un éblouissement de soleil.